Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur les extrémums absolus sur la chaîne Déclic Mathématiques. Donc dans cette capsule, on parle de comment est-ce qu'on va trouver algébriquement les extrémums absolus d'une fonction. Évidemment, on utilise déjà ce qu'on connaît, c'est-à-dire les tableaux de variation, la croissance, décroissance de fonctions, les extrémums relatifs qu'on a déjà réussi à trouver. Mais essentiellement, qu'est-ce qu'on fait quand on a tout un domaine à regarder en même temps pour trouver les extrémums absolus? On y va. Donc, quelques exemples ici. Donc, on est à la page 21 de votre document. Ici, bon, il y a du texte, mais je vous explique un peu qu'est-ce qu'il y a. Je veux vous parler de la relation qu'il y a entre un maximum absolu et des asymptotes verticales. Donc, on peut dire qu'il y a des situations. Donc, ici, vous avez dans A et B, on va parler de la A ici. La limite à gauche ou droite nous donne plus l'infini, alors il n'y aura pas de maximum absolu. Donc, essentiellement, c'est si vous avez la présence d'une asymptote verticale et que la fonction, en fait, allons-y, dessinons la situation. Si j'ai une situation comme ça, où est-ce que la fonction a une asymptote verticale qui donne l'infini à un endroit, bien, vu que la fonction va monter à l'infini, même si j'ai des maximums relatifs à d'autres endroits, il n'y aura pas de maximum absolu. Il n'y a pas une valeur à laquelle la fonction atteint un maximum et que celui-là, c'est le maximum de toute la fonction au complet parce que je peux me rendre jusqu'à l'infini. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire très attention aux asymptotes verticales quand on parle de max ou de min absolu. Hein, on a l'équivalent pour le minimum, c'est-à-dire que si j'ai une asymptote qui donne un moins d'infini à un bord ou de l'autre, ben, je n'aurai pas de minimum absolu parce que ma fonction va aller complètement vers le bas. Donc, en fait, ça, c'est toujours vrai. Voici le dessin. C'est toujours vrai. Si ma fonction va complètement vers le bas, vers moins l'infini, je n'ai pas de minimum absolu. Puis ça va complètement vers le haut, je n'ai pas de maximum absolu. Mais ce qu'il va falloir faire attention, c'est que ce n'est pas juste aux bornes, c'est aussi dans l'intervalle quand j'ai des asymptotes verticales. Dans le cas où j'ai des bornes ouvertes, OK, donc ici vous avez en 2 où j'ai des bornes ouvertes, voulant dire que les bords sont exclus. Il faut faire très attention. Et ici, je vous donne deux situations. Je vous dis, si la limite vers une borne ouverte est plus grande que le plus grand maximum relatif, alors il n'y a pas de maximum absolu. Ah, c'est compliqué un petit peu, mais ça, essentiellement, ça veut dire que si vous avez un point, là, écoutez plus mon langage familier, disons, là, si votre maximum absolu est atteint à un point ouvert, la fonction n'existe pas à cet endroit-là. Donc, essentiellement, s'il était plein, ça serait mon maximum absolu, mais il est ouvert. Ça veut dire que je me rapproche de ce point-là, mais sans jamais y toucher. Donc, dans une situation comme ça, par exemple, on pourrait dire « Ah, mais le maximum absolu, c'est ce point-là. » Oui, mais la fonction n'atteint pas ce point-là. Donc, il n'y a pas de maximum absolu. Hein? Imaginez que ça ici, c'est à l'endroit où est-ce que x est égal à moins 2. Ben, tu vas me dire « Bon, ben, à moins 2, ça serait là le maximum absolu. » Oui, mais la fonction n'est pas là. Ah, ben, je vais prendre moins 0.99. Oui, mais je pourrais être encore à moins 0.99999, je vais être encore plus haut. Puis à moins 0.9999999, je vais être encore plus haut. Donc, essentiellement, il n'y a pas une valeur à laquelle j'atteins le maximum absolu de ma fonction partout au complet. Ça ici, mettons, mon maximum relatif qui est là, ben lui, il n'est pas plus haut que le restant de ma fonction, hein, on le voit ici. L'équivalent est vrai pour un minimum, c'est-à-dire que si la limite vers une borne ouverte, voulant dire un point ouvert comme ça, un point vide, hein, où la fonction n'existe pas, mais que je me rapproche. Donc, si ça à cet endroit-là, c'est le point le plus petit de tous les minimums relatifs, ben j'en ai pas de minimum absolu. Hein? Voulant dire que lui, c'est le point le plus bas. Ça serait le point le plus bas, mais il est ouvert. Donc, j'ai juste pas de point le plus bas de toute ma fonction. J'ai pas de minimum absolu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la conclusion qu'on a dans l'encadré ici, qui va être la conclusion, en fait, quasiment de toute cette vidéo-là? C'est que si je vous demande les maximums et les minimums absolu d'une fonction, il va falloir regarder la fonction au complet et faire très attention aux asymptotes verticales et ce qui se passe au bord. Donc, conclusion, lorsqu'on fait l'étude de maximum absolu et minimum absolu, il faudra toujours considérer les bornes, à cause de ça ici, et il faudra toujours considérer les asymptotes verticales. OK? J'espère que c'est assez clair. Donc, essentiellement, dans notre tableau, ce qui est bien, c'est que notre tableau, il y a déjà ça, puis on l'a vu tantôt. S'il y a une asymptote verticale, on va avoir une colonne dans le tableau pour. Si ici, j'ai des bornes ouvertes, on va l'avoir indiqué dans nos bornes dans le tableau. C'est pour ça que je mets toujours les bornes lorsqu'on fait de l'analyse de graphique. On va faire un exemple de ça.
c'est un peu un exercice récapitulatif, mais en fait, je vous pose une petite question à la fin sur ce qu'on vient de voir, sur le absolu. Donc, allons-y. Je vous donne une fonction ici en haut, f de x est égal à x carré plus 16 sur x plus 3 demi. Et je vous spécifie que c'est entre 1 et 5, où le 1 est inclus et le 5 est exclu. Je vous demande de déterminer les intervalles de croissance, décroissance, point de minimum et maximum relatif et absolu. Si j'avais juste enlevé le mot et absolu à la fin, ça aurait été exactement la même chose que ce qu'on a fait dans l'exemple d'avant. La difficulté ici, c'est que je vous demande aussi c'est quoi le point le plus haut et le point le plus bas de la fonction au complet entre 1 et 5. Absolu. Mais essentiellement, les étapes sont les mêmes. On va avoir un petit peu d'interprétation de différentes affaires à la fin. Mais allons-y. Première étape, comme j'ai dit, on met moins d'étapes que tantôt, que dans la vidéo d'avant. Donc ici, on y va. Première question, c'est quoi mon domaine? Racine paire, il n'y en a pas. Log, il n'y en a pas. Division par 0, il y en a une possible lorsque x est égal à 0. Donc, il faudrait exclure 0, mais ici, l'intervalle qu'il nous donne, c'est 1 à 5. 0 est déjà pas dedans. Donc, on n'a pas besoin. Le domaine algébrique, ça serait les réels sauf 0. Mais 1 à 5, c'est déjà plus restrictif. Donc, ça, c'est le domaine qu'on va garder. Ma fonction, je l'ai ici. J'ai commencé par écrire mon x. Je l'ai monté à la moins 1, un peu comme j'ai fait dans l'exercice de la capsule d'avant. Pour bien dériver ça, je dérive. Mon x carré devient 2x. Mon 16x à la moins 1 devient moins 16x à la moins 2 parce que mon moins 1 vient avant, mon exposant descend de 1. Et mon plus 3 demi disparaît. J'ai donc ma dérivée. Je peux descendre mon x à la moins 2 en bas parce que je ne veux pas dealer avec des valeurs négatives. Et ensuite de ça, je peux me faire un beau dénominateur commun. Donc, mon x carré multiplie mon x, ça me donne x à la 3. Donc, je suis ici en ce moment et j'ai donc trouvé ma dérivée. Et je me pose la question, c'est quoi mes valeurs critiques? Le but de trouver la dérivée, le premier objectif, c'est de trouver les valeurs critiques, c'est-à-dire à quel moment la dérivée est égale à 0 et à quel moment la dérivée n'existe pas. Je vais vous faire remarquer ici que j'ai mis un égal 0, mais je n'ai pas mis un égal n'existe pas. C'est une question de notation. On ne peut pas être égal à 1 n'existe pas. Donc, on met juste f' n'existe pas comme ça. On va commencer en regardant f' est égal à 0. Donc, je prends carrément ma dérivée et je la mets égale à 0. Ça correspond à trouver les zéros de la fonction. Vous avez remarqué ici, j'ai même pas mis ma division par x carré. Pourquoi? Parce que mon x carré peut aller multiplier mon 0 et il va disparaître. Donc, ça revient à dire juste que mon numérateur est égal à 0. Et ça, je peux résoudre cette équation-là. J'envoie mon 16, je divise par 2. J'arrive à x à la 3 est égal à 8. Et si je fais ma racine cubique, je vais trouver la valeur de x est égal à 2. Ça, c'est une valeur critique que je vais devoir mettre dans mon tableau. À quel moment est-ce que f' n'existe pas? Bien là, on se pose la question à quel moment est-ce que ma dérivée n'existe pas. Vous pouvez voir ici à quel moment que ça n'existera pas. Encore là, c'est un petit peu comme demander c'est quoi le domaine de cette fonction-là. Racine paire, log, division par 0. Le seul problème, c'est la division par 0 à l'endroit où x va être égal à 0. Si je rentre 0 là-dedans, je vais faire diviser par 0. Mais ça, c'est hors domaine. Encore une fois, c'est pas entre 1 et 5. Donc, j'ai pas vraiment besoin de m'en inquiéter parce que dans mon tableau, ma valeur la plus à gauche va être 1, puis ma valeur la plus à droite va être 5, comme on vient de l'écrire dedans. Et quelle valeur critique que j'ai entre 1 et 5? J'ai le 2 que je viens de trouver. Donc, j'y mets une colonne pour le 2. Le 5 est exclu, donc je l'ai écrit au niveau du f'. J'aurais peut-être pu l'écrire au niveau du f. Je vais le faire dans quelques instants. Mais essentiellement, mon 5 est exclu. Juste pour me rappeler là, que au départ, dans la mise en situation, la borne de mon 5 ici est exclue. Mais sinon, c'est la même analyse que d'habitude. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle ici que la raison pourquoi que 2 est une valeur critique, c'est que sa dérivée est égale à 0. Donc, je l'ai écrit dérivée lorsque x égale à 2 est égal à 0. C'est ce qu'on vient d'écrire à l'endroit ici. Ensuite de ça, je peux trouver le signe de mes intervalles. Donc, je sais que je vais rapidement, encore là, peser sur pause pour essayer ces exercices-là. Mais entre 1 et 2, par exemple, 1.5, je le mets dans ma fonction f' et je trouve que ma dérivée est négative. Ensuite de ça, je peux venir ici et je peux trouver... Oh, désolé, je suis allé dans un ordre différent. Donc ici, la dérivée, vu qu'elle est négative, la fonction est décroissante. C'est ce qu'on a vu dans les vidéos avant cette semaine. Et si je prends entre 2 et 5, par exemple 3, 4 ou 2.5 ou des valeurs entre 2 et 5, n'importe lesquelles, je trouve que ma dérivée est positive lorsque je me le mets dans la fonction qui est là. Et ma dérivée qui est positive m'indique que ma fonction est croissante. Ensuite, je peux trouver c'est quoi les certaines valeurs de f de x. J'ai trouvé 18.5. Comment je l'ai fait? J'ai mis 1 dans la fonction f de x, dans ma fonction de départ, ici.
J'ai rentré 1 là-dedans, ça m'a donné 18,5. Ensuite de ça, j'ai rentré 2 dedans, la fonction de départ, et ça m'a donné 13,5. Et je peux rentrer 5 aussi dans cette fonction-là. Il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Hein, c'était pas une restriction, c'est une restriction qui a été mise au niveau du contexte. Donc, je pourrais le calculer et je vais trouver 29,7. Et ça s'avère que ça va être très important, cette valeur-là. Ici, moi, j'ai tendance à l'écrire comme ça. Je vais écrire 29,7 ou je vais écrire 5, 29,7. Je vais écrire la valeur. On pourrait l'écrire sous forme de limite. Il y a différentes manières de l'écrire. Y égale à 29,7, quelque chose comme ça. Ce qui est important, par contre, que j'identifie, c'est que j'écris exclu en dessous. Pour me rappeler, quand je vais lire ce graphique-là, que oui, ça serait la valeur. C'est comme la valeur du point ouvert. Hein? C'est comme la valeur du point vide qu'on a trouvé. La hauteur du point vide va être 29,7. Par contre, c'est exclu. Donc, c'est vide. On aurait pu écrire vide aussi, par exemple. OK? Voulant dire, c'est pas un point plein. C'est important, ça. On va voir pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi qu'on peut dire? Bien, on peut dire que ça ici, c'est un minimum relatif parce que la fonction est décroissante et après ça croissante. Donc, nécessairement, c'est un minimum relatif. Et on peut, ensuite de ça, remplir, par exemple, à quel moment que la fonction est croissante? Bien, croissante sur l'intervalle qu'on a ici, qui est entre 2 et 5. Puis on peut exclure les bornes, parce que la fonction est croissante partout ici. La fonction est décroissante sur quel intervalle? Là, il y a une petite affaire qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Bon, c'est 1 et 2, hein? C'est entre 1 et 2. On l'a ici dans notre graphique. Entre 1 et 2, ma fonction est décroissante. Par contre, il faut faire attention. À 1, normalement, j'ai tendance à exclure les bornes, parce que les bornes, c'est à l'endroit où souvent la dérivée va être égale à 0 ou n'existera pas. Parenthèse ici, dans bien des cas, par exemple, à 2, si vous faites l'inclusion de tout ça ici, ça ne me dérange pas trop. Puis dans le livre, je ne me rappelle pas c'est quoi qu'ils font, mais essentiellement, lorsque la dérivée, si je deviens, si je rapetisse, puis après ça, je remonte, si à l'endroit où la dérivée est égale à 0, tu l'inclus ou tu l'exclus, ça ne me dérange pas trop. Okay? Ça ne me dérange pas trop, ça peut varier d'un livre à l'autre. Essentiellement, c'est est-ce que c'est décroissant, strictement décroissant ou juste décroissant tout seul. Donc, moi, j'ai tendance à les exclure parce que dans le tableau, ils sont exclus. Mais ça ne me dérange pas. Par contre, ici, il y a une affaire qu'il faut faire attention. 1, sa dérivée, là, si je rentre 1 à l'intérieur de ma dérivée, ça ne va pas me donner 0 ou n'existe pas. Ça va me donner une valeur négative. Ce qui veut dire que ma fonction est décroissante à 1, donc je dois l'inclure. Ma fonction ici commence en étant décroissant à 1 à cause qu'on a coupé artificiellement. Ce n'est pas le maximum d'une fonction qui est en train de monter à gauche puis après ça descendre. Elle était tout le temps en train de descendre, mais on l'a coupé. Donc, à cet endroit-là, ça va être un maximum relatif. Hein? Comparément à ce qui se passe autour de lui, ça va être un maximum relatif. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, j'ai sauté ici le minimum relatif, j'en parle. Donc, ça va être un maximum relatif parce que je commence à 18,5 et je me mets à descendre. Donc, localement, il n'y a rien à gauche, mais localement, c'est le point le plus grand. On va montrer le graphique tantôt, puis vous allez voir de quoi ça a l'air. Le minimum, c'est lui qu'on a dit tantôt, 2, 13,5. Hein, vu qu'on parle de point, et le point, ça devrait être des coordonnées x, y, comme on a dit dans le passé. Bon, ça, c'est les choses qu'on a déjà vues. C'est peut-être un petit peu mélangeant, là, le maximum relatif, parce que je suis au bout d'une borne, mais essentiellement, ça, c'est tout ce qui est relatif. Mais là, maintenant, parlons de minimum absolu et de maximum absolu. Donc, on veut regarder la fonction au complet. Ici, je vous dis que le minimum absolu, c'est 2, 13,5. Bien, ça, c'est le même qu'on a trouvé le minimum relatif. Ça, encore là, ça ne devrait pas être super compliqué à voir parce que, un peu comme on a vu tantôt, la fonction est toujours décroissante à gauche et toujours croissante à droite. Il n'y a aucune manière qu'il y ait un point plus bas que ça. Hein, il est toujours comme ça, puis toujours comme ça. C'est sûr que c'est le point le plus bas. C'est quoi le point de maximum absolu? Bien, on pourrait dire, ah, ben mon maximum relatif, c'est 1,18,5, donc nécessairement, mon maximum absolu va être 1,18,5. Mais ce n'est pas le cas. Ça pourrait l'être, mais il faut comparer certaines valeurs. Et pour ça, il faut regarder la fonction au complet. Et ce que je vous encourage de faire, le tableau, ce qui est bon à faire, c'est pour faire une esquisse. Donc, je vous encourage fortement à prendre le temps d'essayer de faire une esquisse en respectant les valeurs 18,5, 13,5 et 29,7 que vous avez à la fin ici. Ceci étant dit, quand je dis respecter, ça n'a pas besoin d'être une affaire super exacte, mais juste comprendre que, bon, 13,5, c'est plus bas que 18,5, et puis 29,7, c'est plus haut que 18,5.
Donc, prenez le temps de faire pause ici et essayez de faire une esquisse de ce que ce tableau-là vous indique que le graphique devrait avoir l'air à peu près. Faites pause ici. Donc, je continue. Donc, essentiellement, si je commence à gauche, j'ai le point 1, 18.5 et ma fonction se met à descendre. C'est ça qu'on a ici. La fonction commence ici et se met à descendre. Ensuite de ça, elle va descendre jusqu'à temps que j'atteins le point 2, 13.5. Après ça, ça va se remettre à monter. Si j'arrêtais ici mon graphique, j'arrêtais de le dessiner là, ce point-là, 1, 18.5, serait le maximum absolu de ma fonction. Par contre, il faut que je respecte le restant de mon tableau. La fonction est croissante jusqu'à temps que j'arrive au point 5, 29.7. Et à cause du 29.7, je vais juste mettre ça un petit peu ici. À cause du 29.7 que j'ai là, je sais que la valeur est plus grande que 18.5. Donc, ma fonction, elle a dépassé mon point en niveau de hauteur. Et ça, c'est un point vide. Donc, ça, c'est l'endroit où normalement j'aurais mon maximum absolu. Malheureusement, ou en tout cas, si ça vous dérange, là. Mais on va dire, normalement, ça aurait été mon maximum absolu. Mais vu que c'est un point vide, ma fonction ne l'atteint jamais. Ce qui veut dire que j'ai juste pas de maximum absolu. Hein? Donc, je vais juste me retasser ici. Donc, qu'est-ce que c'est le point de maximum absolu? Il n'existe pas. Il n'y en a pas. Hein? Puis on peut le voir dans l'esquisse que vous avez faite ici. Naïvement, on aurait pu avoir tendance à le donner à ce point-là, mais si on regarde la fonction au complet, il n'y en a pas, à cause qu'on l'aurait atteint à un endroit qui est vide, qui ne fait pas partie de ma fonction. Donc ça, c'est la fin du numéro. On a réussi à résoudre notre question. Trouve le domaine, trouve la dérivée de la fonction, les valeurs critiques, on remplit, croissance, décroissance, on peut trouver les max et les min relatifs normalement, et quand il arrive le temps de regarder les absolus, il faut regarder tout le portrait au complet en comparant les bornes. OK? Chose hypothétique, qu'est-ce qui est arrivé si, à la place du 29.7, j'avais eu 15, par exemple? Ma fonction aurait monté puis elle aurait arrêté plus basse que 18.5. Bien là, le point aurait été mon maximum absolu. OK? Mais dans ce cas-ci, à cause que le point vide est plus haut que le point plein, il n'y a pas de maximum absolu. Donc, on vient de voir qu'il faut faire attention aux asymptotes verticales et il faut faire attention aux bornes, surtout quand les bornes sont ouvertes, pour voir quand on parle de maximum et de minimum absolu. Mais qu'est-ce qui arrive quand les bornes, en fait, il n'y en a pas. Quand que le domaine, c'est les réels. Voulant dire, je vais de moins infini ou à l'infini. Donc, essentiellement, quand un des côtés ou les deux côtés se rendent jusqu'à l'infini. Donc, il va falloir faire un petit peu attention aussi lorsqu'on parle d'absolu, parce qu'il faut regarder encore là toute l'affaire au complet. Donc, je vous mets un exemple ici pour qu'on active les méninges un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Voici le tableau de variation d'une fonction continue inconnue. Je ne vous donne même pas la fonction, je vous donne juste le tableau qui correspond, puis je vous demande certaines choses. Chose que je veux vous faire remarquer, qu'on dit dans l'affaire ici, je vais vous demander de faire une esquisse. Mais je veux que le point moins 2,10 soit un maximum absolu, et je veux que le point 5 moins 10 soit un minimum relatif, pas absolu. OK? Donc, il faut être capable de dessiner une fonction comme ça. Je vous dessine juste le départ, puis après ça, je vous laisse y réfléchir un petit peu. Mais voici une première partie. Je sais que ma fonction, je vais y aller avec mon curseur, je sais que ma fonction est croissante à gauche de moins 2, et après ça, elle est décroissante. Et ensuite de ça, elle va atteindre le point 5 moins 10, et elle va se remettre à monter. Ici, je n'ai pas dessiné les deux extrémités. Je n'ai pas dessiné qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui se passe à gauche. J'ai juste dessiné le centre de la fonction monte, descend et remonte, ce qu'on avait ici dans le tableau. Par contre, ici, si je le laissais comme ça, le point moins 2,10 serait un maximum absolu. OK. Mais le point 5 moins 10 serait aussi un minimum absolu. Mais moi, je ne veux pas qu'il soit absolu, je veux qu'il soit relatif. Par contre, l'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que ici, oui, c'est bien beau que mon maximum absolu, c'est moins 2,10. Par contre, la fonction, je l'ai arrêtée ici, j'ai mis un frein. Moi, dans la question, je veux que ça se rende jusqu'à l'infini. Donc, il faut que ma fonction aille complètement à droite. Il faut que ce trait-là se dessine complètement en allant vers la droite. Bon, je vous pose la question. Qu'est-ce que ça doit être qu'on dessine à droite ici pour que ma fonction aille complètement vers la droite, mais que ça reste mon maximum absolu? Donc, vous avez besoin de me dessiner la droite ici. À gauche, je veux que vous me dessinez le reste de la fonction pour que 5 et moins 10 soit un minimum qui soit seulement relatif.
Donc encore là, pesez sur pause, posez-vous la question, comment est-ce que je vais continuer à dessiner ça pour que je me rende jusqu'à moins l'infini et jusqu'à l'infini en gardant moins 2, 10 un maximum absolu, puis 5, moins 10 un minimum relatif. Donc ici, on reprend. Comment qu'on fait ça? La gauche, j'espère, n'a pas trop causé de problème. Ici, on va commencer par la droite. Donc, comment est-ce qu'il faut que je dessine la droite? Essentiellement, voici les restrictions. Il faut que j'aille complètement vers la droite, mais il ne faut pas que je dépasse 10. Et il faut que ma fonction reste toujours croissante. Je n'ai pas le droit de la refaire descendre, hein, sinon ça ne répondrait pas à mon tableau. Donc, il faut que ma fonction soit toujours croissante, aille complètement vers la droite, mais ne dépasse pas 10. Il y a juste une manière de dessiner ça. Il faut faire une asymptote horizontale. Ma fonction continue à être croissante, mais elle ne dépasse pas 10 et elle va complètement vers la droite. Donc ça, c'est une asymptote horizontale. J'ai un plateau essentiellement qui se passe. À gauche, il faut que ma fonction aille complètement vers la gauche, soit décroissante et soit plus basse que moins 10. Ça, c'est un peu moins compliqué à faire. Essentiellement, il faut juste la faire continuer. Si j'ai mis une ligne droite, ça n'aurait pas besoin d'être une ligne droite. Il pourrait même avoir une asymptote horizontale, même affaire, mais il faudrait qu'elle soit plus basse que moins 10. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'identifier ici? On vient d'identifier qu'un tableau comme qu'on a au départ, ce qui se passe aux bornes va être important encore une fois. C'est la même conclusion. C'est qu'est-ce qui se passe aux bornes est important. Ici, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de borne. Ce qui se passe au bout, je devrais dire. Si le bout, c'est l'infini, il va falloir regarder qu'est-ce qui se passe au bout parce que ça peut affecter le maximum ou minimum absolu de ma fonction. Donc, la conclusion ici, c'est quoi? C'est que si le domaine d'une fonction correspond au nombre réel, voulant dire moins l'infini à l'infini, et là, je dis ça, mais faites attention, dès que j'ai un des côtés qui va vers l'infini, la même logique s'applique. Si j'ai les deux côtés qui vont vers moins l'infini et l'infini, il faut que je calcule de quoi de plus lorsqu'on fait de l'analyse de fonction absolue. C'est la limite à l'infini positif et l'infini négatif. Essentiellement, il faut que je fasse une étude des asymptotes horizontales pour savoir qu'est-ce qui se passe à mes bornes. Je vous pose la question ici. Je vous pose la question. Donnez une valeur possible pour ces deux expressions pour l'exercice 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, là, je ne l'ai pas calculé, puis je n'ai pas de fonction pour le calculer, mais donnez-moi une valeur possible pour que la limite x tend vers l'infini de f de x, ça égale à quoi? Il faudrait que ça soit égal à quoi pour que ça soit vrai? Et à moins l'infini, il faudrait que ça soit égal à quoi pour que ça soit vrai? Donnez-moi une valeur, un chiffre. Encore là, pesez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et nous, on va y aller. Donc ici, j'ai besoin d'une valeur pour moins l'infini puis pour l'infini. Commençons par moins l'infini. Donc comme j'ai dit, à gauche, on a déjà la chose de dessiner ici. Pour que ce soit moins l'infini, il faut que ça ait une valeur plus basse que moins 10. Hein? Il faut que ce soit plus basse que moins 10. Comme j'ai dit, ça pourrait plafonner. Hein? Il pourrait avoir un plafond à moins 12, mettons, mais il faut que ce soit plus petit que moins 10. Si j'avais par exemple une asymptote à moins 9 et que ça plafonnerait avant le moins 9, ben ça ne serait pas juste un minimum relatif, ça serait un minimum absolu. Puis comme j'ai dit, c'est ça que j'essayais d'éviter pour que ça réponde à mon tableau au départ. Donc, voilà ma réponse. Ça pourrait être moins l'infini, hein? Plus petit que moins 10, ça pourrait être moins l'infini. Donc, qu'est-ce que j'ai dessiné en ce moment? L'infini, qu'est-ce qu'il faut que ça ait comme réponse? Bien, comme on a dit, il faut que ce soit un plateau. Donc, il faut que ce soit plus petit qu'une certaine valeur. C'est quoi cette valeur-là? Il faut que ça soit plus petit que le 10, parce que le 10, c'est mon maximum absolu. Techniquement, je pourrais être plus précis que ça. Il faudrait que ce soit plus grand aussi qu'une certaine valeur. Plus grand que quelle valeur? Cette limite-là doit absolument être plus grand que quoi? Bien, nécessairement, la fonction est à moins 10 et après est croissante. Donc, je ne pourrais pas aller vers moins 12, mettons. Hein? Il va falloir que ce soit plus grand que moins 10. Donc, je pourrais dire ça ici. Donc, dans cette situation-là bien précise, pour que mon tableau soit vrai, il faudrait qu'à l'infini négatif, ma valeur soit plus petite que moins 10 et qu'à l'infini positif, ça soit plus petit que 10. Automatiquement, la valeur serait plus grande que moins 10 par le tableau que j'ai ici. J'espère que c'est clair. Ici, la conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que quand je regarde le maximum ou minimum absolu, il faut que je regarde la fonction au complet. Donc, il faut que je me rende jusqu'aux bornes. Ou jusqu'au bout, on devrait dire. Si les bornes, c'est 5, inclus ou exclus, il va falloir que je le prenne en considération. Si les bouts sont l'infini ou moins l'infini, il va falloir que je calcule la valeur de la fonction à cet endroit-là. Et ça prend la forme d'une limite, parce que ce n'est pas vraiment une valeur. Hein? Ça prend la forme d'une limite, d'une direction.
Et ça correspond à essentiellement faire l'étude des asymptotes horizontales. On fait un exemple ici pour qui résume un peu ce qu'on vient de voir. Donc, on a un exercice récapitulatif. C'est à la page 24 qu'on est rendu ici. On a une fonction x plus 2 sur x moins 2 au carré et je vous demande de déterminer la croissance, décroissance, les extrémums relatifs, absolus de la fonction et je vous spécifie un intervalle qui est de moins 10 à l'infini. On pourrait s'imaginer que ça serait l'application pour avoir un numéro à texte et ça, c'est ma fonction qu'il faut que j'optimise et ça, c'est mon intervalle de mon contexte, disons. Mais nous, on va garder ça là, abstrait un petit peu. Ça, c'est ma fonction et je veux faire l'analyse qu'on a travaillé jusqu'à maintenant. Première chose qu'on fait, toujours la même chose, on trouve notre domaine. Ici, j'ai mis domaine ALG, domaine algébrique, voulant dire, juste si je regarde ma fonction tout seul, c'est quoi les restrictions que je sais dessus? Y a-t-il une racine paire? Non. Y a-t-il un log? Non. Y a-t-il une division par 0? Oui. Quelle valeur ne marche pas? La valeur 2 ne marchera pas. Hein? La valeur 2 ne marchera pas parce que ça va causer une division par 0 à cet endroit-là. J'espère que c'est rendu assez rapide pour voir ces valeurs-là. Essentiellement, si je mets 2 à l'intérieur, vous pouvez l'essayer, ça ne marchera pas. Ça, c'est mon domaine algébrique si je regarde juste ma fonction. Par contre, le domaine contextuel, comme j'ai dit dans le contexte, ils nous disent qu'on doit se restreindre à moins 10 inclus jusqu'à l'infini positif. Bien, on a le 2 à enlever. Hein? Là, il n'est pas déjà enlevé comme tantôt. Il faut l'enlever, ce 2-là. Donc ça, c'est mon domaine que je viens de trouver pour la fonction que je suis en train d'analyser. Ça veut dire que le 2 que j'ai exclu ici devrait être de une valeur critique. Hein? Le moins 10 et l'infini vont être mes bornes. Et le 2, nécessairement, va être une valeur critique. Ou si on veut, d'un livre à l'autre, ça va prendre différents noms. Mais essentiellement, vu que c'est exclu, il va falloir le mettre dans notre tableau. J'ai besoin de trouver la dérivée. J'ai une division, donc je vais faire la dérivée du quotient, dérivée du numérateur, fois le dénominateur qui reste intact, moins le numérateur qui reste intact, fois le dérivé du dénominateur, sur le dénominateur au carré. Donc, carré au carré devient un exposant 4. Je dérive x plus 2, ça va devenir 1. Et je dérive x moins 2 au carré. Ça, c'est une dérivée en chaîne. Donc, mon 2 vient en avant. Mon x moins 2 reste intact, fois la dérivée de mon intérieur. Mon intérieur ici, c'est x moins 2. Quand je le dérive, devient 1. C'est une dérivée en chaîne. Retournez voir la semaine passée, la dérivée en chaîne, si vous ne voyez pas de où ça vient ça. Et d'un coup, j'ai ça. Je développe. Je peux faire une mise en évidence ici. Donc, commençons en faisant la mise en évidence. Donc, x moins 2 est au carré là et x moins 2 est à la 1. Donc, je peux en sortir un seul et d'un coup, j'en sors. Il va me rester un x moins 2 dans le premier terme et il va me rester un x plus 2 fois 2 que je vais devoir développer pour arriver à cette expression-là ici. Faites pause pour bien comprendre comment se passe ce développement-là, mais essentiellement, c'est de l'algèbre. Donc, je vous laisse travailler ça ici. Donc, d'un coup qu'on a ça, on fait juste regrouper les x ensemble, regrouper les constantes ensemble, et on obtient moins x moins 6 à l'intérieur de ma parenthèse. Et on remarque que j'ai un x moins 2 à la 4 en bas et un x moins 2 à la 1 en haut. Je peux les annuler ensemble, ce qui va me faire que juste en bas, il va me rester un x moins 2 à la 3 tout seul. Et cette expression-là que je suis en train d'entourer avec mon curseur, celle-là ici, est la valeur de ma dérivée que je vais faire l'analyse dessus. Hein, beaucoup plus facile que ça si je veux trouver les zéros puis le domaine de la fonction, ou si on veut, les valeurs critiques. Hein. Si je veux trouver les valeurs critiques de f, c'est mieux d'y aller directement avec la version factorisée. C'est pour ça qu'on factorise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on trouve nos valeurs critiques. Dérivée est égale à 0. Dérivée n'existe pas. Et on y va. Donc, à quel moment que ça c'est égal à 0? Ben, on devrait, à ce stade-ci, même être capable de le voir assez directement. Je peux voir ici que c'est lorsque je vais mettre moins 6 à l'intérieur. Mon dénominateur, encore une fois, il va multiplier 0. Il va juste disparaître. Fait que ça va correspondre à juste mettre mon numérateur égal à 0. Et je trouve moins 6. À quel moment ma dérivée n'existe pas? Ma dérivée n'existe pas. À quel moment ça n'existe pas? À 2. Encore là, division par 0 à 2. Ce qui est normal parce que 2 n'était même pas dans le domaine. Donc, c'est hors domaine. On va déjà avoir une colonne pour. La dérivée n'existera pas à cet endroit-là. Donc, je suis prêt à compléter mon tableau ici. J'ai mon tableau, j'ai déjà mis les lignes, mais éventuellement, il faut être capable de, pas de deviner, mais avec votre calcul, de savoir combien de colonnes il faut faire. Il faut faire une colonne pour les barres et une colonne par valeur critique qu'on va mettre. Ici, c'est le moins 6 et le 2. Donc, j'ai fait deux colonnes entre les deux et on les met dans le bon ordre. Donc, moins 10, c'est ma borne à gauche. L'infini, c'est mon bout à droite. Ensuite de ça, j'ai mon moins 6 que je sais que la dérivée est égale à 0. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Et ça va être mon... ici, ça va être mon 2 où la dérivée n'existe pas. Encore là,
non seulement la dérivée n'existe pas, mais la fonction n'existera pas à cet endroit-là. Ensuite de ça, entre moins 10 et moins 6, on va prendre une valeur, moins 8 par exemple. On va le rentrer à l'intérieur de f' et on va voir que la fonction f' est négative, ce qui veut dire que ma fonction f est décroissante. Encore là, on parle des études des variations. Entre moins 6 et 2, je peux prendre 0, je peux prendre 1, je peux prendre 0, c'est souvent une valeur facile, mais on pourrait prendre moins 5, c'est pas grave. Je rentre à l'intérieur, f', si vous le rentrez à l'intérieur de f' qu'on a calculé ici, ça va vous donner une valeur positive, ce qui veut dire que votre fonction de départ est en train d'augmenter, elle est donc croissante. Ensuite de ça, entre 2 et l'infini, vous allez avoir un négatif, donc décroissant. Donc, je peux ensuite trouver c'est quoi les valeurs de la fonction ici lorsque je rentre moins 10 à l'intérieur de f de x. Ça va me donner moins 1 18e. Lorsque je rentre moins 6 à l'intérieur de f de x, ça va me donner moins 1 16e. La fonction diminue. Ensuite de ça, ça va remonter. À 2, qu'est-ce que la fonction vaut? Ben, on l'a déjà dit, si vous regardez votre domaine, c'est les réels sauf 2, que ce soit dans le algébrique ou contextuel. C'est-à-dire que 2 n'existe pas. Et à l'infini, qu'est-ce qui se passe? Bien, pour calculer qu'est-ce qui se passe à l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi l'intersection entre infini et f de x? C'est ce qu'on vient de mentionner. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini. Hein, parce qu'on ne peut pas rentrer infini dans la fonction. Ça n'a pas de sens de faire f de l'infini. Je ne devrais jamais voir ça décrit. Parce que l'infini, ce n'est pas une valeur. Donc, il faut faire une limite. Mais ici, avant d'aller calculer la limite de x tend vers l'infini, qu'on va faire dans un instant, je veux juste faire remarquer qu'est-ce qui se passe à 2. Donc, à 2, la fonction est croissante, puis après ça, décroissante, la fonction n'existe pas. La fonction n'existe pas, la dérivée n'existe pas. Techniquement, on pourrait avoir une fonction qui a l'air, mettons, de ça ici, qui a l'air de comme ça, avec les deux points ouverts, et ça correspondrait, très bien, ça serait croissant, ça serait décroissant, ma dérivée n'existerait pas, ma fonction, si c'est des points ouverts, n'existerait pas. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et la meilleure manière de le faire, c'est, encore une fois, on veut savoir qu'est-ce qui se passe à 2, mais on n'a pas le droit de rentrer 2. Ça devrait sonner limite dans votre tête. Donc, je vais faire la limite de x tend vers 2 de ma fonction et j'obtiens 4 sur 0. Forme c sur 0. Là, on revient à la première étape. C'est quoi c sur 0? Ça devrait sonner asymptote verticale dans votre tête. On peut faire limite à gauche, limite à droite si on va avoir plus d'informations. Si je regarde qu'est-ce qui arrive quand j'arrive à la gauche et que je rentre ça à l'intérieur, je vais avoir 4 divisé par 0 plus, ce qui me donne l'infini. Ce qui est un petit peu normal parce que la fonction est croissante. On n'aurait pas pu être croissant puis aller vers moins l'infini. Hein. Donc, on était croissant, on s'en va vers plus l'infini. Ensuite de ça, si je fais la limite de x tend vers 2 de la droite, qu'est-ce qu'on pense que ça va donner? L'infini ou moins l'infini? Ah, on le sait que ça va donner un nombre infini parce que j'ai 4 divisé par 0. Si on avait vu ça à la première étape. Ben, ça devrait donner l'infini positif aussi parce que ma fonction est décroissante. Donc, il faut qu'elle commence en haut et qu'elle se mette à descendre. Hein? Essayez de faire une image de ça, un esquisse de ça. Vous allez voir qu'il faut que ça donne l'infini. Donc, ça ici, c'était pour nous dire qu'il y avait une asymptote verticale au point 2. Mais on peut l'écrire, moi souvent je vais écrire ça, à point V point, à asymptote verticale. Voulant dire que c'est pas juste que la dérivée n'existe pas ou que la fonction n'existe pas, c'est en plus c'est une asymptote verticale, je viens de le prouver. C'est comme je disais, il faut faire attention aux asymptotes. Ensuite de ça, je peux regarder, comme je disais, qu'est-ce qui se passe au bout à l'infini. Donc je fais ma limite de x tend vers l'infini et je trouve, en faisant de l'analyse de termes dominants, on pourrait sortir le x. Vous pouvez faire l'analyse comme on a vu au début de l'année. Essentiellement, en bas, j'ai un degré 2, en haut, j'ai un degré 1. Donc, en bas va gagner, ce qui veut dire que je vais diviser par un grand nombre, ce qui va me faire tendre vers 0. Donc, ici, à cet endroit-là, je peux dire que l'intersection entre f de x et l'infini, à l'infini, ma fonction se rapproche de 0. Est-ce que je fais moins l'infini? Pas besoin. Mon domaine dans ma situation me restreignait de moins 10 jusqu'à l'infini. Donc, pas besoin de faire ça. J'ai donc, ici, j'ai identifié que j'ai une asymptote horizontale. Hein, j'en ai une parce que je tends vers une valeur constante. Ben bravo, on a bien fait une bonne analyse. Là, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu de quoi ça a l'air, c'est quoi l'analyse, mais c'est quoi les conclusions, je devrais dire plutôt. Mais on a pas mal d'informations dans les deux dernières lignes ici sur la fonction, qu'est-ce qu'elle a l'air. Donc, à quel moment que c'est croissant? Bien, je viens voir dans mon tableau à quel moment que c'est croissant. Entre moins 6 et 2, c'est croissant. Donc, j'ai écrit entre moins 6 et 2. J'ai exclu. Ici, on aurait peut-être pu inclure moins 6. C'est le commentaire que je vous ai donné tantôt. À cause que la dérivée est égale à 0, j'aurais pu l'inclure. 2, la fonction n'existe juste pas. Donc, il ne faut pas l'inclure. J'accepterais aussi que le moins 6 soit inclus.
Ça ne me dérange pas trop. À quel moment la fonction est décroissante? Moins 10, je peux voir ici, moins 10 à moins 6, c'est décroissant. Comme j'ai dit, le moins 6, on pourrait l'inclure ou l'exclure, j'accepterais les deux. Moins 10, par contre, est-ce qu'il va être inclus ou exclu? Ou j'accepterais les deux. Ici, à cause que c'est pas une valeur critique que j'ai trouvée, la fonction vraiment commence et se met à être décroissante, la pente est négative, on pourrait le trouver ici, si vous rentrez moins 10 à l'intérieur de f', vous trouveriez que ça ici, c'est un négatif. Donc effectivement, c'est ça. Donc, la fonction est décroissante. Donc, il faut que j'inclue le moins 10 ici absolument. Le moins 6 peut être exclu. Et j'ai aussi le 2 à l'infini. Encore là, que les deux bornes, il va falloir qu'ils soient exclus ici parce que ça n'existe pas et l'infini va toujours être exclu. Point de minimum relatif. C'est quoi les points de minimum relatifs? Bien, on peut voir que ici, moins 1 à 18, est-ce que c'est un maximum, un minimum ou pas rien du tout? Je vous laisse y réfléchir. La fonction commence, c'est un point plein et se met à descendre. Nécessairement, localement, c'est le point le plus haut. Donc, c'est un maximum relatif. Je ne l'ai pas écrit ici. Vous pourriez l'écrire dans le tableau ici, maximum relatif. Moi, quand je corrige, je regarde les deux endroits, qu'est-ce que vous avez écrit, m'assurer que ça corresponde. Si vous avez oublié, mettons, de l'écrire ici, c'est pas super grave, tant que vous me l'avez mis dans la conclusion. Donc, si vous pourriez le rajouter, le maximum relatif. Mais pour ce qui est du minimum, ça descend et ça remonte, donc c'est un minimum. Ça, c'est une asymptote verticale, donc même si ça monte et ça descend, on ne peut pas dire que c'est un maximum relatif parce qu'il n'y a juste pas de fonction. Et ensuite de ça, les asymptotes qui se passent à l'infini, c'est pas un point, donc on ne peut pas parler de maximum ou de minimum à l'infini, ça n'a juste pas de sens. Il faut que ça soit à des valeurs précises. Donc le seul minimum que j'ai, c'est le point moins 6, moins 1 16e, donc c'est ça que j'ai écrit. Le point veut dire coordonnées x et y. Ensuite, point de maximum relatif, comme je viens de vous dire, on a le moins 10, moins 1 18e qui est au bout de mon tableau à cet endroit-là ici, parce que je commence et je me mets à descendre, donc c'est le point le plus haut localement. Et ensuite, je me pose la question sur l'affaire au complet. Là, c'est là que ça complique un petit peu, le point de minimum de la fonction au complet. Comment est-ce que je fais pour identifier ça? Bien, la fonction commence à moins 10, se met à descendre, jusqu'à temps que j'arrive au point ici, moins 6, moins 1 16e. Donc ça, c'est le point le plus bas localement. Après ça, il se remet à monter. Par contre, ma fonction, après ça, elle repart à l'infini puis elle se remet à descendre. Qu'est-ce qui me dit qu'à l'infini, c'est pas plus bas qu'à moins 6? Bien, c'est les valeurs que j'ai calculées. J'ai calculé l'asymptote. C'est pour ça qu'il fallait le faire. Hein? Donc, je peux voir que ça, c'est 0 et ça, c'est moins 1 16e. Donc, mon asymptote horizontale va plafonner plus haut que mon point de minimum. On va faire le graphique tantôt, vous allez voir. Mais juste avec ça ici, on peut le voir. Lui, c'est plus grand que moins 1 16e. Donc, moins 1 16e est mon point le plus bas. Si je regarde le maximum absolu, ben, comme j'ai dit, on peut voir ici là, que j'ai des asymptotes verticales qui vont vers l'infini. Donc, juste là, ma valeur ne peut pas avoir de maximum absolu parce que je m'en vais jusque complètement vers le haut. Donc, il n'y a aucun maximum absolu. On aurait pu écrire n'existe pas aussi. Donc, j'espère que vous arrivez à suivre. Pesez sur pause quand vous en avez besoin. Prenez le temps de faire pause ici et faites-moi une esquisse de ce que vous pensez que le graphique a l'air de moins 10 à l'infini. À peu près, il faut que ça respecte, les chiffres qui est écrit ici, surtout l'allure générale. Donc, pesez sur pause. Donc, voici la forme que vous devriez avoir obtenue. La fonction commence ici à moins 10, se met à descendre jusqu'à temps qu'elle arrive à une valeur un petit peu plus basse. Et à moins 6, se met à monter jusqu'à temps qu'il y ait une asymptote verticale. Ici, il y a un espace entre les deux que vous n'avez peut-être pas mis. C'est parce qu'éventuellement, ça va se rapprocher, mais à 0.4, elles ne sont pas encore proches. Là, mais même si votre esquisse se rapproche, ce n'est pas un problème. Après ça, ça se met à être décroissant et il y a un plateau à 0 qu'on peut voir ici. Le plateau est à 0 et ça se stabilise. Et on peut voir pourquoi le point qu'on a ici, qui est le point moins 6, moins 1 16e, qu'on a dit tantôt dans le point de minimum absolu, est effectivement le point le plus bas parce qu'à l'infini, la fonction plafonne et ne va pas être plus basse que moins 1 16e. Donc, le concept d'absolu, c'est pas compliqué à comprendre c'est quoi un max, un minimum absolu, c'est le point le plus haut, c'est le point le plus bas. Mais algébriquement, c'est pas toujours évident parce qu'il faut vraiment considérer tout ce tableau-là au complet. Et je vous encourage, là, je l'ai fait un petit peu à l'envers, mais si vous êtes capable de prendre le tableau puis de faire l'esquisse qu'on vient de faire, ça va vous indiquer les points de minimum puis maximum absolu
relativement plus facilement. Parce que moi, j'essaie de l'imaginer dans ma tête, là, mais si vous êtes capable de faire l'esquisse, ça peut, même avant de répondre au point de maximum minimum absolu, ça peut être une bonne idée. Donc, je vous encourage à faire ça. Donc, on a parlé d'extrémum absolu, on a fait le tour ici de ce qu'on voulait faire. On a parlé de valeur critique, on a parlé de croissance-décroissance, extrémum relatif absolu. On a fait l'analyse de fonction. Donc ça, c'est toute l'analyse des variations et des extrémums qu'on va faire. On va continuer à parler un petit peu de fonction. On va se bâtir sur ce qu'on a fait pour parler de concavité. OK? Est-ce que c'est concave vers le bas ou concave vers le haut? Ça va être important dans certaines situations. Donc, on va rajouter toute une autre couche par-dessus ça. Bon travail et au revoir.